deux mystérieuses explosions ont mis sur le qui-vive tout le golfe arabo-persique. 4 bateaux, dont 2 pétroliers saoudiens, ont été sabotés dimanche au large des Émirats arabes unis, dans le détroit d'Ormuz, une voie maritime stratégique dans la principale région productrice de pétrole. L'incident qui s'est produit ici doit avoir été causé par des personnes qui ont des objectifs bien précis. L'Iran fait figure de suspect numéro 1 aux yeux de son puissant rival saoudien qui accuse Téhéran, d'autant que des drones chargés d'explosifs ont visé il y a 2 jours des installations pétrolières près de Riyad. Un regain de tension qui inquiète jusqu'en Europe. Nous sommes très inquiets à l'idée qu'un conflit éclate par accident. La région est déjà la plus instable du monde. Instable, car l'Iran menace de reprendre une partie de son programme nucléaire si les États-Unis ne lèvent pas leurs sanctions économiques. Pas de quoi faire plier Donald Trump. Le New York Times affirme même que la Maison-Blanche envisage, en cas de provocation iranienne, l'envoi de 120 000 soldats américains au Moyen-Orient. Faux, s'amuse Donald Trump. C'est une fake news. Mais est-ce que je le ferai? Absolument. Mais nous ne l'avons pas planifié. Espérons que nous n'ayons pas à le planifier. Si nous devions le faire, nous enverrions beaucoup plus d'hommes que ça. Téhéran joue la retenue. Mais il y a quelques mois, le président Rouhani a été très clair. Monsieur Trump, ne jouez pas avec la queue du lion. Vous pourriez le regretter. À jamais. Alors, la situation peut-elle dégénérer entre Iraniens et Américains? Un accident peut-il précipiter le Golfe dans une nouvelle guerre? Mahnaz Shirali, bonsoir. Vous êtes politologue, spécialiste de l'Iran, de la queue du lion. Donc, en l'occurrence, vous êtes directrice d'études à l'Institut catholique de Paris et vous êtes enseignante à Sciences Po et vous considérez que la situation est explosive. Et si les choses dégénéraient, les Iraniens perdraient car ils n'ont pas les moyens ni économiques ni militaires de résister face aux États-Unis, à l'heure actuelle en tout cas. À côté de vous, Corentin Sellin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur agrégé d'histoire, spécialiste des États-Unis. Vous estimez que les Américains mettent l'Iran à genoux, qui renforce l'axe radical du pouvoir iranien. Ce régime garde des ressources militaires suffisantes pour bloquer le trafic de pétrole et déstabiliser le marché mondial. Et Camille Lons, bonsoir, vous êtes chercheuse spécialiste du Moyen-Orient et du Golfe arabo-persique. Vous êtes chercheuse à l'ECFR, European Council on Foreign Relations. Selon vous, Trump ne veut pas de confrontation directe avec l'Iran, mais le risque d'erreur s'accroît. Les Américains comptent sur l'Arabie saoudite pour lutter contre l'ennemi chiite, l'ennemi iranien. Nadia, vous avez sélectionné la première question de notre débat. Oui, c'est un internaute qui vous pose la question suivante. Quelle serait la forme la plus probable que ce conflit, encore hypothétique, pourrait prendre concrètement? Mahnaz Shirali, effectivement, la situation est très tendue. Est-ce qu'elle peut dégénérer en affrontement? Est-ce que le risque est réel? De guerre? Oui. On peut craindre le pire, mais on peut espérer que ça ne va pas arriver. Est-ce qu'il peut y avoir quelque chose d'accidentel? Toujours. Dans ce genre de situation de haute tension, n'importe quel petit incident pourrait créer une véritable guerre qui va embraser pas seulement l'Iran, mais toute la région, et cela pendant plusieurs décennies même. Alors, on parle d'une région, le détroit d'Ormuz, dans le golfe arabo-persique. Ça va nous amener à notre chiffre du jour, une région où transite un certain nombre de litres de pétrole tous les jours. Et notre chiffre du jour illustre l'importance de cette région. 35%, je m'explique, 35% de tout le pétrole qui voyage par mer dans le monde transite par cette étroite bande de mer entre la péninsule arabique et l'Iran. Pour vous donner une idée, c'est 18 millions de barils de pétrole par jour. Question pour vous, Camille Lons, quand on parle du détroit d'Ormuz, on parle d'une des zones les plus stratégiques de la planète. Pour la région, en tout cas, oui, certes. C'est-à-dire que c'est une région stratégique pour la délivrance d'énergie dans le monde, que ce soit vers l'Europe, mais aussi vers l'Asie. La Chine, qui est un peu le poumon économique du monde en ce moment, importe une grande partie de son pétrole de la région et notamment d'Arabie Saoudite. Et une partie très importante de ce pétrole donc, passe par le détroit d'Ormuz, qui rend le détroit Ça veut dire qu'il n'y a pas d'autres routes possibles, il n'y a pas d'autres zones de transit qui pourraient remplacer cette Il y a des routes. Alors,
Alors, en fait, cette dernière décennie, les pays de la région ont essayé de développer des routes alternatives qui permettent justement de ne pas passer par de ne pas être soumis à ce goulot d'étranglement. Exactement. Donc, il y a une route, par exemple, pour les Émirats, et c'est pour ça que l'attaque à Fujairah est aussi importante. C'est parce que Fujairah, c'est à l'intérieur des terres. Pas les bateaux, mais les installations pétrolières en Arabie Saoudite. Non, mais l'attaque des bateaux s'est faite du côté de Fujairah dans les eaux maritimes. Mais il y a aussi une attaque à l'intérieur des terres d'Arabie Saoudite qui visait cette route alternative qui permet de contourner. Donc il y a la route alternative à l'intérieur de l'Arabie Saoudite. Il y a Fujairah qui permet de ne pas passer justement par le détroit d'Ormuz. Il y a le développement des ports à Oman, notamment le port de Duqoum, qui est très important parce qu'il permet d'éviter. Donc il y a tout un tas de routes qui sont en train d'être développées, mais ça ne permet pas de remplacer. Ça ne permet pas de remplacer ce lieu qui est totalement stratégique. Ce qui explique que ce soit, Corentin Salin, aussi militarisé, cette petite zone. Oui, c'est extrêmement militarisé. Qui est là? Qui sont les forces militaires en présence? Alors, depuis toujours, mais encore plus depuis quelques semaines, on y reviendra, les États-Unis, puisque, en fait, et c'est un des signes de tension, l'administration états-unienne a marqué, alors que c'était un déplacement routinier, le déplacement du groupe aéronaval du porte-avions Abraham Lincoln, qui s'est déplacé sur zone. Et il faut bien insister sur le fait qu'il y a déjà eu dans l'histoire des accrochages entre États-Unis et Iran à cause d'opérations iraniennes dans cette zone, à la fin de la guerre Iran-Irak en 1987-88, en 2011-2012, alors que la tension était déjà à son comble. Donc ce n'est pas qu'une vue d'esprit qu'il puisse y avoir un accrochage militaire. De trop. Voilà. Parce que Manashir Ali, l'Iran a déjà bloqué le détroit d'Ormuz, qu'on appelait la guerre des tanкers. C'est un endroit où l'Iran a déjà agi, ce qui explique qu'il est plausible que l'Iran puisse agir à nouveau. Le pays de l'Iran peut bloquer ce passage. Oui, mais ça va coûter très très cher aux Iraniens. Mais ils l'ont fait déjà. Ils l'ont déjà fait, mais là, on espère qu'ils ne continuent pas sur la même voie. Mais quand le président Rouhani dit aux Américains ce qu'il disait en juillet dernier, ne marchez pas sur la queue du lion. Ne jouez pas avec la queue du lion, ça veut dire on peut bloquer votre approvisionnement ou ça veut dire autre chose? Ça veut dire beaucoup de choses et on ne sait jamais très bien ce qui se passe dans la tête des Iraniens, enfin des dirigeants iraniens, parce que j'insiste énormément à séparer les Iraniens des dirigeants de la République islamique. Ce qui se passe dans la tête des Iraniens, c'est clair, ils ne veulent pas la guerre. Ils parlent du peuple iranien. Du peuple iranien. Ils sont fatigués de 4 décennies de politique agressive de la République islamique. Ça, ce qui se passe dans la tête des Iraniens, ils le disent partout. À travers les enquêtes de terrain, j'ai pu constater que vraiment, aujourd'hui, il n'y a personne qui soutient la guerre. Ils sont fatigués, ils sont à genoux économiquement. De la situation économique, fatigués de ce qui se passe actuellement. Et ils ne savent pas pourquoi l'Iran, petit pays qui n'a pas les moyens, ni économiques, ni militaires, doit systématiquement guerroyer contre ses voisins, contre les grandes puissances du monde. Et pourquoi leur pays, enfin les dirigeants de leur pays ne peuvent pas rester tranquilles et avoir de bonnes relations avec la communauté internationale. Alors quand on regarde l'histoire de ce pays sur 2500 ans de royauté, on voit que l'Iran n'a jamais été un pays guerrier. L'Iran n'a jamais eu véritablement une armée pour se défendre. Il s'est fait en fait envahir par plusieurs envahisseurs et il s'est toujours défendu par sa culture, mais jamais par la voie militaire. Mais on veut faire rentrer un troisième pays dans cette histoire puisque Donald Trump a appelé le personnel diplomatique non essentiel de l'ambassade de Bagdad à quitter l'ambassade. Pourquoi l'ambassade irakienne parce que entre dans le jeu d'une certaine façon. Parce que les États-Unis, l'administration Trump, ou au moins on y reviendra, une partie de l'administration Trump, craint et proclame que des milices chiites pro-iraniennes en Irak s'en prendraient à des cibles diplomatiques en Irak. Et donc, ils le craignent à raison? Parce qu'il y a des raisons de le croire, ça? Alors, c'est toute la question. Et c'est vraiment le gros problème de ces derniers jours. C'est qu'une partie de l'administration de Trump a vraiment lancé des cris d'alarme, que ce soit sur des ciblages diplomatiques, d'outils diplomatiques en Irak par des milices chiites, mais aussi en disant qu'il y avait des menaces de frappe iranienne en Arabie Saoudite ou sur des pays alliés des États-Unis. Et en fait, beaucoup d'alliés eux-mêmes des États-Unis, comme par exemple le commandant britannique de la coalition qui combat l'État islamique, a dit bah non, c'est pas vrai, il n'y a pas vraiment de menace. Donc c'est tout le problème. Faites-nous écouter Donald Trump précisément, Claude Esclovitch. Donald Trump, qui il y a 3 jours réagissait de manière impromptue à ces menaces réelles ou avérées, verbales ou concrètes iraniennes. On écoute le président des États-Unis. On verra bien ce qui se passe avec l'Iran. Ce serait vraiment une grosse erreur s'ils faisaient quelque chose. J'entends des petites histoires sur l'Iran. S'ils font quoi que ce soit, ils vont grandement souffrir. On verra bien ce qui se passe avec l'Iran.
Il bluffe, Camille Lons? Dans toute cette discussion, de toute façon, les États-Unis non plus n'ont pas intérêt du tout à avoir une confrontation directe avec l'Iran. C'est-à-dire que à Washington, on a il y a un débat interne à Washington. Les États-Unis ne parlent pas d'une seule voix. Mais Donald Trump, ses promesses de campagne, c'était lui-même voulait se désengager de la région, de plus intervenir. Exactement. Donc en fait, ce serait la pire chose pour Trump et pour sa réélection de s'engager dans une confrontation directe avec l'Iran. On rappelle le contexte quand même qui est le retrait américain des négociations et de l'accord sur le nucléaire iranien, ainsi que des sanctions de plus en plus lourdes, de plus en plus coercitives, de plus en plus unilatérales. C'est vrai que ça fait un an que les Américains sont sortis de l'accord 2015 d'une manière unilatérale, alors que tous les autres pays étaient derrière cet accord. Et donc, ils ont relancé toute une série de sanctions extrêmement lourdes qui a fait souffrir d'abord les Iraniens, il faut le dire, ensuite les dirigeants de la République islamique. Cela dit, on ne peut pas nier qu'il y a eu une certaine efficacité dans les sanctions. Les gardiens de la révolution islamique n'ont plus du tout la possibilité de nourrir, de payer leurs proxys, leurs groupes radicaux dans la région. Ça, c'est important quand même. Mais les Iraniens ont énormément souffert, ils continuent à souffrir, mais je fais la différence entre une guerre et les sanctions économiques. Ce n'est pas la même chose. Corentin Sellin, entre les États-Unis et la République islamique d'Iran, c'est une vieille histoire d'hostilité qui commence dès la révolution islamique en 1919, prise d'otage du personnel diplomatique américain. Est-ce que ce sont deux ennemis qui ont pris l'habitude de se haïr et à un moment donné, la logique vient naturellement une logique de guerre? Oui, alors il faut d'abord rappeler que c'est vraiment l'Iran, c'est l'ennemi des conservateurs états-uniens, et bien avant Trump. C'est vraiment... Non, pardon, à l'époque de la prise d'otage du personnel diplomatique américain, c'était un démocrate sympathique qui était au pouvoir. Oui, mais justement, il perd l'élection parce que Reagan, alors après l'histoire n'a pas encore tranché, peut-être y a-t-il contribué, les otages ne sont pas libérés, Reagan arrive au pouvoir et lui dit... Avec moi, ça va changer. Et pourquoi? Parce que c'est un fondamentalisme musulman qui est au pouvoir, qui est vraiment haï par les conservateurs américains à base, on va dire, évangélique. Et donc, depuis 40 ans, pour une raison, ça peut paraître d'ailleurs mystérieux, et on le voit à travers aujourd'hui des hommes comme Bolton, comme Pompeo, c'est vraiment devenu une obsession. C'est-à-dire qu'il y a une haine particulière pour l'Iran, que l'on retrouve d'ailleurs dans les sondages d'opinion. Ce qui est très intéressant, c'est que pour les électeurs républicains, il y a deux grands ennemis à l'étranger, c'est l'Iran et la Chine. Pas pour les Américains, pour les républicains. Pour l'électorat républicain. Et si on regarde l'électorat démocrate, c'est plutôt la Russie qui ressort aujourd'hui. Et aujourd'hui, justement, Bolton et Pompeo, donc le secrétaire d'État et le conseiller à la sécurité nationale, reflètent cette haine historique. Et Trump n'a fait, en quelque sorte, en les laissant agir, ne fait que la raviver. Mais c'est vraiment, effectivement, un très vieux conflit. Il faut rappeler, par exemple, que Bolton, le conseiller à la sécurité nationale, avant de devenir conseiller à la sécurité nationale de Trump, ça fait 10 ans qu'il réclame des interventions militaires directes en Iran pour changer le régime. Et bien justement, vous le vouliez, le voici. Enfin, je persifle un peu parce que véritablement on n'en veut pas complètement. John Bolton, le faucon de Washington, l'homme qui s'est donné pour mission de faire chuter les mollassons. Portrait par Thibonold. Ils sont au centre de l'histoire et méritent forcément quelques déboires. Si le président américain est indécis en politique étrangère, son conseiller à la sécurité est constant dans sa soif de guerre. Alors faut-il vitrifier John Bolton? John Bolton aurait pu, selon le Washington Post, devenir ministre des Affaires étrangères. Mais Trump n'aimait pas sa moustache et l'a écarté. Depuis l'aile ouest de la Maison-Blanche, il est quand même en mesure de suggérer à son chef d'atomiser les ennemis de l'Amérique. John, tu viens encore me demander d'envahir un pays? Non. John, je te connais. Pas envahir, juste faire réfléchir. Avec des missiles. Oui. Jeannot est un petit gars de Baltimore, fils de pompier, qui publie dès 18 ans un édito anticommuniste dans le fanzine de l'école, intitulé « Pas de paix au Vietnam ». Lui-même évitera d'y aller, deviendra avocat et militera ensuite contre toute forme de paix mondiale. Oh, la paix, c'est chiant! Dire à des types à l'autre bout du monde « Faites ce que je vous dis !» Leur imposer des sanctions, les menacer avec des bombes. Ah, ça, c'est autre chose. John a dit non aux missions humanitaires américaines, à l'ONU, la CPI, saqué un agent de la CIA qui doutait que Cuba est un programme chimique, soutenu la guerre en Irak, voulu bombarder la Corée du Nord et l'Iran.
Il vient d'annoncer l'envoi d'une armada à Hormuz. On va leur envoyer un porte-avions nucléaire de classe Nimitz, l'USS Abraham Lincoln, armé de 6 Sparrow MK-57 de RIM 116, de canons Phalanx, et ça va être la fête. Fonctionnaire chez Reagan, ambassadeur de W. Bush à l'ONU, Jeannot Latric a souvent distillé son fiel sur Fox News, chaîne favorite du président. Mais s'il excite le sentiment de toute puissance américaine du patron, il vient de se faire enguirlander après la foirade vénézuélienne. Johnny s'en va en guerre et marche sur une mine. Merci Thibault Nolte. Claude. Camille Lons, Donald Trump a dit un jour qu'il modérait M. Bolton, ce qui est assez curieux, un président qui modère son propre conseiller. Est-ce qu'il y a à l'intérieur du pouvoir américain de quoi résister à cette tentation, à cette envie d'éradiquer un régime hostile et contre lequel on développe une véritable obsession? Est-ce qu'ils peuvent s'empêcher? Est-ce qu'ils peuvent s'empêcher? En tout cas, il y a, en ce moment, on voit différentes familles et différentes factions à l'intérieur de la Maison Washington. Que ce soit donc Bolton avec un certain groupe autour de lui et tout ce qui est le National Security Council qui vont avoir cette obsession dont vous parliez anti-Iran. Trump, pour lui, l'Iran, finalement, c'est beaucoup moins... lui, ce qu'il veut, c'est un deal, en fait. Il veut refaire le deal. C'est pour ça qu'il dit régulièrement que les Iraniens discutent avec moi. Voilà, exactement. Et il le dit à plusieurs interlocuteurs. Il passe son temps, quand il parle à des interlocuteurs européens notamment, à leur dire « mettez-moi en contact avec les Iraniens, j'ai envie de leur parler ». Quand les Américains savent quel prix humain et politique ils ont payé en envahissant l'Irak, ça peut les dissuader de recommencer ailleurs? Alors, ça dissuade Trump, ça c'est certain. Il y fait souvent référence. Il sait très bien que ça a coûté très cher à George W. Bush, qui est devenu le président le plus impopulaire de l'histoire récente des États-Unis avec Nixon à cause de l'Irak. Et donc, lui ne veut surtout pas recommencer ça. Mais c'est ce que disait à l'instant Camille Lons, il y a quand même une énorme contradiction. C'est que Donald Trump, il dit « je veux renégocier » un accord que lui-même a fait capoter. Il faut bien... C'est là, et là, on arrive un peu dans cette impasse. Et parce qu'il faut rappeler aussi un autre point, l'Iran respectait les conditions d'accord nucléaire. Et donc, Trump a fait échouer quelque chose. Et maintenant, en mettant à genoux par des sanctions un pays et un peuple, il voudrait recommencer à négocier. On peut comprendre que de l'autre côté, on est facilité à dire « non, ça ne marche pas comme ça ». En fait, je voulais dire que vous avez parfaitement raison, mais je voulais dire que l'impasse n'est pas là. L'impasse est ailleurs. C'est que les Iraniens sont tout à fait prêts. Les Iraniens, j'entends par les Iraniens, les dirigeants iraniens sont parfaitement prêts à négocier avec Trump. Ils n'ont pas de problème, ils n'ont pas de complications là-dessus. Mais la différence, c'est qu'ils veulent avoir des négociations cachées. Ils ne veulent pas avoir des négociations ouvertes. Pourquoi? Parce que leur identité, l'identité de la République islamique est essentiellement centrée sur son animosité contre les Américains et les Israéliens. C'est son fonds de commerce. Ça les a jamais empêchés de négocier avec les Israéliens. À l'époque des autres présidents, ils ont bien négocié avec les autres, mais en catimini. Mais là, Trump, malheureusement pour les Iraniens, enfin les dirigeants iraniens, c'est un homme de la télé, de médias. Il veut avoir des photos souvenirs, des selfies. Un retour sur investissement en termes d'image. Et ça, c'est impensable. Voilà, c'est impensable. C'est ça l'impasse. Et les Européens, les Iraniens auraient appelé les Européens. Il peut y avoir une médiation de la part des Européens. Les Européens sont totalement portion congrue dans l'histoire. Si puis-je me permettre, je pense que les Européens ont un peu trop encouragé les Iraniens, les dirigeants iraniens. C'est en soutenant l'accord de 2015 qui était quand même, c'est vrai, je reviens, c'est vrai que l'Iran a respecté les clauses de l'accord. On ne peut pas dire le contraire. Non, pas du tout. Je suis en 100% d'accord avec vous. Cela dit, l'accord ne touchait pas les agressivités de toutes les agressivités du régime, de toutes les politiques agressives du régime dans la région. Sur ce, on peut dire que quand même les Américains avaient raison. Mais bon, en soutenant l'accord nucléaire, en soutenant l'Iran, ils ont un peu trop encouragé les dirigeants iraniens qui sont devenus trop téméraires face aux Américains. Ça fait un an, ils avaient quand même la possibilité de faire un peu volte-face, un peu de recul, profil bas, mais ils ont tapé sur le tambour de guerre depuis un an. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la situation est catastrophique, mais les dirigeants iraniens aussi, ils sont responsables de la situation actuelle.
d'autant qu'on va s'intéresser aux plus forcenés jusqu'aux boutistes d'entre eux, les faucons iraniens, d'une certaine façon. Oui, parce que ces pressions américaines sont-elles en train de renforcer les durs du régime? En tout cas, plusieurs déclarations de ces faucons iraniens et plusieurs faits en attestent. Par exemple, l'un des frères du président Rouhani, qui a largement participé, contribué à ces négociations sur le nucléaire, vient d'être condamné à une peine de prison pour des accusations assez floues. En tout cas, c'est ce que disent ses proches. Et il faut dire que les ultra-conservateurs ont pris le contrôle de la justice. En mars dernier, l'ayatollah Khamenei a nommé à la tête du pouvoir judiciaire un certain Ebrahim Raïssi. C'est un religieux et c'est surtout le candidat malheureux face à Rouhani en 2017. Donc le signal envoyé est assez clair. Tout est bon, visiblement, pour dénoncer le régime, pour dénoncer Rouhani. Même les catastrophes naturelles. Il y a un général du corps des gardiens de la Révolution qui a produit une vidéo qui est devenue virale, qui a beaucoup circulé sur Internet, dans laquelle il accuse le gouvernement d'avoir mal géré les inondations meurtrières d'avril dernier et d'avoir abandonné le peuple. Et ce sont ces mêmes gardiens de la Révolution, vous en parlez, ils espèrent aujourd'hui remettre la main sur l'économie. Notre objectif, c'est d'occuper la place laissée vacante par les sociétés étrangères. C'est ce qu'a dit un des responsables après le retrait d'une société française. Corentin Sella, est-ce que c'est ce que veut Trump, au fond, que les ultra-conservateurs reviennent en force pour pouvoir dire, regardez, l'Iran est aux mains des ultra-conservateurs? Est-ce que les Américains sont en train de fabriquer leur ennemi, en quelque sorte? Oui, alors ça, il y a une dimension de prophétie autoréalisatrice qui est toujours très claire dans l'action de l'administration de Trump. Alors, sur Trump, il faut redire qu'effectivement, si on le prend au mot, lui, depuis un an, il dit « Moi, je suis prêt à négocier, mais comme c'était rappelé, il veut négocier un accord plus large, un accord qui porterait aussi sur la prolifération des missiles, qui porterait aussi sur l'interdiction faite à l'Iran de déstabiliser la région, par exemple, avec l'action du Hezbollah. » Trump dit « Moi, je suis prêt à négocier, mais un accord plus large, et en attendant, je me retire de l'accord nucléaire. » Et par contre, dans son équipe, effectivement, on voit bien, quand John Bolton, par exemple, fait du simple déplacement routinier d'un porte-avions des États-Unis un événement, ça fait monter la tension. Et c'est fait exprès. Et donc, effectivement, il y a la fabrication à l'intérieur de l'administration Trump, mais pas nécessairement par Trump lui-même, d'une tension et de la fabrication d'un ennemi. C'est évident. Madame Shirali, il y a une guerre qui a été imposée à l'Iran par l'extérieur, c'est la guerre Irak-Iran, qui a contribué à asseoir le régime dans un grand mouvement patriotique. Est-ce qu'au fond, ce sentiment patriotique face à l'hostilité américaine ne serait pas plus fort en Iran que l'aspiration à la liberté et l'hostilité au régime ? Il faut situer les choses dans leur contexte historique. La guerre Iran-Irak, c'était juste au lendemain de la révolution iranienne. C'était juste au début de l'avènement de la République islamique. À l'époque, Khomeini était encore vivant. À l'époque, l'esprit révolutionnaire était extrêmement présent. Et les Iraniens étaient derrière le régime. Ils venaient de voter sur 90% oui à la République islamique. Et donc, au lendemain de ce vote, il y a eu l'attaque irakienne. On n'en est pas là. On est 4 décennies après. Les 10 dernières années, l'Iran était carrément en contestation ouverte. Nombre de manifestations qui ont été violemment réprimées par les gardiens de la révolution en Iran. À chaque fois que les Iraniens se sont opposés à quelque chose, c'était l'armée. Le peuple ne pourrait pas se soulever. Aujourd'hui, en 2019, le peuple iranien... En tout cas, ce patriotisme-là est brisé par le désenchantement. Complètement. Aujourd'hui, en fait, la société est en insurrection. Est-ce que le peuple iranien accueillerait volontiers, selon vous, une invasion américaine ? Ça, c'est une question extrêmement difficile. Je ne suis absolument pas capable de répondre à cette question, mais ce qui est en fait plus probable, c'est que les Iraniens ne vont pas se solidariser derrière ce régime. Corentin Sella, une invasion américaine est relativement improbable. Non, une invasion sous la forme de troupes au sol. D'ailleurs, Trump a non seulement démenti le plan qui avait été révélé par le New York Times, mais en plus, ce plan-là ne parlait pas de troupes au sol. Il faut bien le préciser. On en parlait tout à l'heure, le fantôme de l'Irak est trop proche. Enfin, je veux dire, c'est inimaginable. Mais un incident, un accident, ça peut arriver à n'importe quel moment. Merci infiniment à tous les